Isabelle Pécou, quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous présenter cette enquête auprès de cadres d'entreprise sur leur perception de la mémoire de l'entreprise, 2 mots pour nous expliquer pourquoi et comment B2V, structure de protection sociale, est allée sur ce champ de la mémoire, et en particulier de la mémoire de l'entreprise. Alors effectivement, B2V, bonjour à tous, et merci d'être venus très très nombreux pour cette matinée. Alors le groupe B2V est un groupe de protection sociale, donc retraite, santé, prévoyance. Donc qui dit groupe de protection sociale dit action sociale développée. Et dans ce cadre-là, en 2013, j'ai pris l'initiative de créer un fonds de dotation sur la mémoire. Ce fonds de dotation sur la mémoire, il était multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il traite la mémoire individuelle, la mémoire collective, sous toutes ses formes et dans toutes les disciplines, neurosciences, histoire, également informatique, philosophie. Et c'était l'occasion pour des scientifiques de se réunir. Alors, on avait 3 publics, et on a toujours 3 publics, et donc 3 missions. Le premier public, c'était effectivement la science, les scientifiques, pour les aider et qu'ils travaillent ensemble sur toutes les problématiques de la mémoire et enrichir la connaissance de la mémoire en France. Notre deuxième public, c'est le grand cible, c'est le grand public. Donc nous souhaitions effectivement permettre au grand public de mieux connaître la mémoire et donc de vulgariser les connaissances scientifiques et en particulier avec l'objectif de prévenir les maladies de la mémoire. Et enfin, troisième public, eh bien, ce sont les décideurs économiques. Et pour les décideurs économiques, nous avons lancé donc récemment, en septembre dernier, d'ailleurs on l'a lancé ici à Lille, les travaux sur la mémoire de l'entreprise. Et B2V souhaite effectivement être un peu l'animateur de cette réflexion sur la mémoire des entreprises, parce qu'on sent bien, et on le verra tout à l'heure dans l'enquête, que c'est quelque chose qui est finalement sous-jacent, qui intéresse les patrons d'entreprise, mais également les cadres et les salariés d'entreprise, mais qui n'a pas été vraiment structuré et travaillé. Très bien. Voilà. Alors, les faits tout d'abord. Les faits sont sacrés. Avant d'aller sur le terrain de vos expériences, vous avez donc commandé une enquête à l'IFOP et toute chaude. On la présente pour la première fois aujourd'hui et vous allez nous en donner les principaux enseignements avec une première série de questions qui ont été posées sur la compréhension par les cadres des entreprises et organisations de l'image et de la mémoire de leur entreprise. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, peut-être rappeler quand même que l'IFOP a été vraiment très intéressé quand on les a joints sur cette thématique. C'était la première fois qu'ils étaient interrogés sur cette thématique et ils ont trouvé que la thématique était vraiment très intéressante et ils ont lancé cette enquête avec énormément de motivation auprès d'un peu plus de 1000 entreprises de plus de 50 salariés. Alors, effectivement, le premier élément qui ressort, qui est quand même intéressant, c'est que, en fait, 61% des cadres interrogés ont déjà entendu parler de la mémoire de l'entreprise. Par contre, il n'y a que 38% qui sachent vraiment de quoi il s'agit. On le verra un peu plus loin. Ce qui est intéressant également de voir, c'est que cette connaissance de la mémoire de l'entreprise, eh bien, elle est plus importante plus on monte dans la hiérarchie. Et les managers intermédiaires et les cadres dirigeants sont plus sensibles que les autres, peut-être, à cette mémoire des entreprises. Autre élément important, ce qui est assez naturel, c'est que les personnes qui ont plus d'ancienneté, le pic est entre 11 ans et 15 ans, 71%, eh bien, connaissent et se sont appropriés cette notion sur la mémoire des entreprises. Mais il n'est pas inintéressant de voir que dans des entreprises de moins de 2 ans, il y a quand même 45% des cadres qui connaissent la mémoire des entreprises et qui sont intéressés par cette problématique. Alors, maintenant, ces 2 tiers, là, c'est un bon chiffre. Quand on leur dit qu'est-ce que vous mettez derrière la mémoire, qu'est-ce que ça veut dire, voilà ce qu'ils nous répondent. Alors, la mémoire donc, de l'entreprise est révélatrice et est liée à tout ce qui est transmission des savoirs
et évolution des métiers de l'entreprise, ce qui est quand même très intéressant, à 68%. Et également, ce qui est important pour qu'est-ce qu'ils mettent derrière cette notion de mémoire, c'est également l'histoire, la création de l'entreprise depuis sa fondation, et puis tous les événements comme commémoration, anniversaire et dates importantes. Donc on voit bien qu'il y a deux thématiques importantes, c'est la transmission d'un savoir, et puis la connaissance, effectivement, de l'histoire de l'entreprise qui va fédérer la culture et l'identité de l'entreprise et construire un peu l'ADN de l'entreprise. Et la transmission du savoir, on va voir après au travers de vos expériences, en quoi c'est utile aux managers de l'entreprise, connaître ce socle. Je crois que c'est indispensable. Je crois qu'on l'a mis. Il n'y a pas de futur sans passé. Et en discutant avec d'autres entreprises, on prend conscience que beaucoup d'entreprises disent, mais écoutez, on a des anciens qui ont, dans des technologies vraiment très pointues, une connaissance extraordinaire. Et les nouveaux qui arrivent, au lieu d'interroger les anciens, ils vont sur Internet. Voilà. Alors qu'il y a une richesse énorme au sein de l'entreprise et qu'il faut arriver à permettre aux entreprises de transmettre justement donc cette mémoire, cette connaissance, cette transmission des savoirs entre les anciens et donc les plus jeunes. Parce que sinon, c'est une perte énorme de savoir et c'est une richesse qui part finalement, un capital qui part avec le départ à la retraite de ces salariés. Parce que tout n'est pas toujours processé, tout n'est pas écrit, et souvent il y a une transmission orale. Alors il y a la transmission des savoirs et des techniques, mais il y a également la transmission de ce qu'on a vécu, de la vie dans l'entreprise. Et ça c'est important, des événements. Des événements douloureux quelquefois, ou au contraire des événements, des grandes victoires de l'entreprise. Et ça, c'est important pour fédérer. Et le capital humain aujourd'hui de l'entreprise, c'est à côté du capital économique, c'est quand même de plus en plus valorisé, de plus en plus important à prendre en compte. Bien sûr. D'ailleurs, il y a des travaux pour voir comment on le valorise dans un bilan. Et comment on le calcule dans un bilan. Comment on le calcule dans un bilan. Alors, question intéressante maintenant, c'est ce socle de mémoire, comment il contribue à l'action actuelle de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, on voit déjà, vous l'avez en bas du slide, qu'il y a une quasi-unanimité, 95% des cadres interrogés qui ont déjà contribué à créer cette mémoire de l'entreprise. Donc c'est beaucoup. Ils se revendiquent comme tels. Alors, dans votre carrière, avez-vous déjà effectué un certain nombre d'actions ? Ce qui ressort en majorité, on retrouve la transmission à des collègues de techniques ou de process. Et là, on s'aperçoit que ce sont souvent des techniciens et des ingénieurs qui répondent à cette question et à cette transmission. Et par contre, dans les secteurs plus communication, marketing et RH, eh bien, c'est participer à la célébration d'un anniversaire d'entreprise. On voit bien qu'il y a un clivage assez naturel entre les professions. Donc il y a la transmission des savoirs et la transmission, on va dire, de la mémoire et de la culture de l'entreprise. C'est vraiment les deux thématiques qui ressortent. Et on voit quand même que 95% des cadres se sentent, ont le sentiment et ont la certitude d'avoir transmis effectivement une part de la mémoire de l'entreprise. Et ça produit de la valeur pour l'entreprise. Point suivant, les bénéfices qu'on peut en retirer. Alors, les atouts multiples, ce qui est intéressant, c'est que les cadres disent, bon, c'est avant tout, finalement, à l'entreprise que ces réflexions sur la mémoire d'entreprise est utile, plus qu'à titre individuel. Et c'est important. Vous voyez, 97% disent, eh bien, les actions évoquées sont utiles essentiellement à l'entreprise, plus qu'à titre individuel. C'est important parce que c'est le collectif qui prend la main. Et donc on s'aperçoit qu'à une époque finalement où on a l'impression qu'on a déjà une rétention des talents, mais également où on a beaucoup d'individualisme, eh bien quand même la valeur collective transparaît puisque les cadres se disent que finalement ce sont des atouts qui sont utiles à l'entreprise. Alors après vous avez la déclinaison qui permettent de s'approprier la culture, qui permettent de transmettre les savoirs, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui reviennent en flèche. Mais ce rôle du collectif est important dans cette mémoire d'entreprise. D'accord. Un dernier point que vous avez
ausculté, c'est le facteur crise dans l'entreprise. L'entreprise est pour longtemps vit des polycrises, des crises à tous les étages. Et comment c'est intégré dans ce que vous appelez la transparence mémorielle? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, 57% des personnes interrogées disent que leur entreprise a vécu déjà des crises. Alors, on mettait à part, bien sûr, tout ce qui était Covid, parce que sinon, il y aurait eu 100%, effectivement, des cadres qui auraient dit qu'ils avaient vécu une crise. Donc, 57%, c'est quand même une majorité. Et dans cette majorité, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à 89%, ils disent qu'il est nécessaire de conserver cette crise dans la mémoire de l'entreprise. Pour les chefs d'entreprise qui sont ici présents, il est intéressant de voir que cette crise a été en général bien gérée par les équipes dirigeantes, à 75%. Et qu'il y a eu les actions qui ont été mises en œuvre, finalement, seront utiles pour l'avenir. Alors, ce qui est intéressant également de voir sur ce slide, c'est qu'en fait, ces moments de crise ont été des moments où on a mobilisé le collectif. La confiance des salariés envers l'entreprise, même si c'était une crise aiguë, finalement, a été renforcée. Après, il ne faut pas oublier que si c'est une crise et un événement difficile et négatif, ça peut laisser effectivement dans les mentalités de l'entreprise ou même à l'extérieur, ça peut laisser quelquefois une image un peu plus difficile pour l'entreprise. Mais néanmoins, les cadres sont persuadés qu'il est indispensable de conserver effectivement la mémoire de ces crises parce qu'elles sont force d'expérience et d'expertise pour préparer le monde de demain et éventuellement traverser d'autres crises. Et je pense que le dernier slide est intéressant. Ah, il est pour vous celui-là. Ah oui, parce que là, 89% des cadres interrogés sont favorables à la création d'un comité histoire pour collecter, préserver et également communiquer sur la mémoire de leur entreprise. Donc, je le disais en introduction, il y a vraiment, c'est latent, mais vos collaborateurs dans les entreprises sont conscients de l'importance de cette mémoire et de la nécessité de la valoriser au sein de l'entreprise, seule ou à travers des filières, on aura l'occasion d'en reparler. Alors vous pourrez bien sûr trouver tous ces résultats, parce que là je suis allée très vite et il y a beaucoup d'éléments, sur notre site, puisque c'est déjà, je crois, c'est en ligne, en ligne, et vous aurez l'ensemble des résultats qui ont été faits et transmis par l'IFOP. Et vous êtes directrice générale du groupe et aussi à la tête de cet observatoire que vous portez. Ce sujet mémoire est important. Une réaction, mesdames, messieurs, à ces chiffres? Qui veut prendre la parole? Non, mais il faut dire. Alors, Madame Michelin? Enfin, c'est pas son nom, hein. Non, mais par rapport à l'engagement des cadres là, que cette enquête confirme sur la mémoire, est-ce que vous le constatez aussi chez vous et dans vos expériences? Oui, et en fait, moi, ce qui m'a surtout fait réagir dans ce qu'a dit Isabelle, c'est que jusqu'à présent, quand on écrivait l'histoire des entreprises, on écrivait l'histoire de la structure ou des fondateurs et des dirigeants. Et la tendance actuelle tend plus à donner la parole, à retranscrire en fait le vécu de tout le monde dans l'entreprise, y compris entre guillemets les petites mains, ce qui n'a rien de péjoratif. Et justement, je me dis que cette appropriation de l'histoire, elle passe aussi par là. J'avais fait dans les années 90 un film avec Raymond Depardon sur Solac. Il avait passé 3 semaines, jour et nuit, dans l'entreprise pour aller entendre. Il avait interrogé 1100 salariés et on l'avait appelé la main qui fait. Parce que c'était l'obsession de cette entreprise de transmettre le geste du coquillier et du haut-fourniste, la main qui fait. Et c'est loin d'être péjoratif, bien évidemment. C'est un levier de cohésion sociale. Hein. Complètement, complètement. Florence Paillot, un commentaire sur ces chiffres? Eh bien, moi, je les partage complètement parce que nous sommes dans notre activité dans la même thématique. C'est pas du tout étonnant. Après, comment on transforme ces chiffres en action? Bien sûr. Il y a une volonté, c'est clair. On veut tous se souvenir de notre mémoire, c'est clair. Mais ce n'est pas aujourd'hui
pour les entreprises leurs priorités dans un contexte d'innovation, de mouvement, etc. Et je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est de se dire c'est important. Et eh bien l'histoire file très vite, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'y intéresse maintenant. Et si l'innovation était une mémoire, si la mémoire était une innovation, pardon, pour l'entreprise. Alors Michelin et la Maison de Salins, vous nous raconterez votre histoire après. Je vais donner la parole à Sébastien Damar, qui est enseignant-chercheur à Paris-Dauphine. Parce que un jour, B2V est venu vous challenger sur le sujet, ce sujet de la mémoire. Vous travaillez déjà sur les questions managériales. Alors, comment vous avez pris le sujet? Et après, vous allez nous faire une proposition d'un certificat que vous mettez en œuvre. Comment vous avez reçu ce sujet de la mémoire de l'entreprise? Alors, on l'a reçu avec grand bonheur. En fait, la mémoire de l'entreprise, c'est un objet qui, d'un point de vue scientifique, est extrêmement intéressant. D'abord, c'est un objet qui est transdisciplinaire. On a parlé tout à l'heure des récits de vie, on a parlé de ce que ça représente pour un individu, on a parlé de mémoire collective, donc les sujets qui sont comme ça un peu complexes, un peu systémiques, dont on sent bien qu'on ne peut pas l'appréhender uniquement par l'angle du sociologue, ou par l'angle du psychologue, ou par l'angle de l'expert en management, c'est intéressant. L'autre élément qui nous intéresse sur la mémoire de l'entreprise, c'est ce qu'on en fait. Et là, on a évoqué brièvement les choses. Et nous, à Paris-Dauphine, on a beaucoup travaillé sur les démarches de conception innovante, en particulier, qui s'appuient sur une forme d'appropriation des connaissances de l'entreprise. Donc, quand on nous dit est-ce que vous aimeriez travailler sur la mémoire de l'entreprise, mais qu'on nous dit aussi on aimerait bien travailler sur ce sujet-là, mais pas uniquement juste en tant qu'archiviste, mais aller plus loin et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut entamer comme transition, comme transformation de l'entreprise avec cet objet qu'est la mémoire, ça nous a intéressés. Donc quand B2V vient nous voir en nous disant on aimerait bien concevoir un objet de formation, un objet pédagogique autour de la mémoire de l'entreprise, nous qui travaillons sur l'histoire des entreprises et sur les processus de conception innovante, là, on a les yeux qui brillent. Ça démarre en octobre de cette année. Je crois que c'est la première formation sur le marché. En effet. Sur la mémoire de l'entreprise. Alors, c'est quoi la proposition? Alors, effectivement, c'est la première. On est allé voir ce qui se faisait. On n'est pas plus intelligent que n'importe qui. Donc, on s'est dit, on va voir ce qui se fait et quelle offre est-ce qu'on peut avoir sur le marché de choses en lien avec la mémoire de l'entreprise. On trouve rien. Alors, si on trouve des choses en archivistique, naturellement, beaucoup de choses. On trouve des choses sur la gestion des connaissances, en knowledge management, etc. On trouve beaucoup de choses là-dessus. Mais on trouve finalement peu de choses sur le concept ou la notion de mémoire de l'entreprise. Donc on s'est dit, nous, la mémoire de l'entreprise, il faut qu'on l'appréhende dans sa version la plus globale. La mémoire de l'entreprise, c'est pas juste les archives de l'entreprise. C'est pas juste un patrimoine industriel. C'est pas juste la transmission des savoir-faire. C'est pas juste la question de la gestion des connaissances. C'est une espèce de combinaison un peu sophistiquée, un peu bien faite de tout ça. Donc notre proposition, ça a été, on va faire travailler les participants à une formation qui durerait 6 mois. On va les faire travailler sur les différents angles d'approche, les différentes perspectives de la mémoire de l'entreprise. Et donc, on a conçu une formation qui est un certificat qui est préparé en 6 mois à Dauphine, l'université Paris-Dauphine, dans les lieux Paris-Dauphine, et on les fait travailler, ces participants. Alors, la diapositive est ici un peu dense, mais on les fait travailler sur tout ce qui fait mémoire de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on va les faire travailler sur ce que ça représente, la conservation du patrimoine archive de l'entreprise. On va les faire travailler sur la valorisation du patrimoine industriel. On va les faire travailler sur la question de la gestion des connaissances, en notant ici que les normes internationales ISO vont déjà assez loin sur la question de la gestion des connaissances. On pourrait presque d'ailleurs faire un certificat à part entière sur ces questions-là. Bien sûr. Mais nous, on a souhaité n'en faire qu'une partie seulement. On les fait travailler sur la question des récits de vie. Alors, on a eu tout à l'heure, moi j'ai adoré le petit préambule et les petites interviews qui ont été faites, parce que ces récits de vie racontent énormément de choses, à la fois sur ce que ça représente le lien individu-entreprise, ce que ça représente le salariat, ce que ça représente également le lien avec un territoire. C'est d'ailleurs une autre des dimensions qu'on explore dans ce certificat, c'est la question de la mémoire de l'entreprise en lien avec le territoire sur lequel est l'entreprise. On travaille notamment avec des sociologues qui, lorsqu'ils nous racontent les récits de vie qu'ils ont collectés sur des entreprises, notamment dans le territoire de Belfort, par exemple, ou en Bourgogne,
en fait, nous raconte l'histoire de quoi ? Nous raconte l'histoire d'une région, d'un territoire. Et c'est intéressant, je fais une toute petite aparté sur ces sociologues, intéressant parce que ces sociologues qui bossent sur les récits de vie d'entreprises qui parfois ont connu des périodes de crise importantes, etc., ont tous une histoire personnelle d'ailleurs avec ces entreprises. Un grand-père qui a travaillé dans la boîte, une famille qui était sur le territoire, qui a été... etc., etc. Bien sûr. Donc intéressant ça aussi. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qu'on essaie de mixer dans ce certificat. Pouvez-vous vous engager sur la promesse que ce parcours-là peut servir la transformation et l'innovation de l'entreprise? Parce qu'une entreprise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est sur des sujets de transformation de son modèle, hein, on y est tous, de gestion de crise. Est-ce que ça peut être un socle utile, hein, un peu comme l'a dit Isabelle tout à l'heure? C'est les 89% qui ont été évoqués tout à l'heure, là, moi, me font écho. Et c'est comme ça qu'on a conçu ce certificat. C'est en se disant, l'idée, c'est pas de faire sortir les participants de ce certificat avec simplement une idée un peu précise de ce que c'est que la mémoire de l'entreprise. L'idée, c'est de les faire sortir en se disant, comment est-ce que je peux actionner la chose pour opérer des transformations. Alors ça, c'est documenté en recherche, en management et en organisation et en histoire des entreprises. On sait que la stratégie, l'organisation, le sentier futur, les trajectoires futures d'une entreprise, elle est extrêmement dépendante du sentier passé, c'est-à-dire du chemin qu'on a parcouru. En raisonnement de conception innovante, c'est très documenté aussi. On sait très exactement que l'innovation, elle n'est rendue possible que par injection de connaissances. Le mythe de l'innovateur qui se réveille un matin en ayant une idée géniale, enfin, ça c'est largement du mythe, c'est de la légende. En revanche, ce qui n'est pas de la légende, c'est que les plus grands innovateurs, prenons Edison, prenons des cas comme ça, ce sont des personnes qui ont une idée extrêmement précise d'un socle de connaissances, de ce qui s'est fait par le passé, de là où on vient, des crises que l'on a traversées, des besoins qu'on a connus qui n'étaient pas satisfaits, etc. Donc c'est sur la base de ces constats scientifiques-là qu'on a bâti ce certificat. D'accord. Les infos pratiques sont à l'écran. J'ai vu des gens prendre la photo d'ailleurs. Oui. C'est bon signe. Vous avez du prospect là devant vous. Hein. Bah voilà, donc je fais ma petite pub là, c'est la petite minute pub de Paris-Dauphine. Ça démarre en octobre. Ça va vous coûter très très cher ça. Oui, alors on verra ça pour ce qui est des questions de facture à la fin, mais ça démarre en octobre, ça se déroulera à Paris-Dauphine. On a aussi prévu des petites excursions, enfin des expéditions apprenantes. Bien sûr. On va évidemment aller dans les lieux de mémoire, enfin faire un certificat sur la mémoire de l'entreprise sans se déplacer de l'université Paris-Dauphine. Quand bien même l'université est très, très cool, ça n'a aucun sens. Donc on va aller dans les centres d'archives et on va aller dans les lieux de mémoire, des lieux de valorisation du patrimoine industriel, ce genre de choses, etc. On a fabriqué à l'université Paris-Dauphine un musée du management. On l'inaugure le 2 juillet prochain. Donc on est... les petits documents là, que j'ai vu passer tout à l'heure, je suis très preneur d'aller y jeter un petit coup d'œil. Donc on ira aussi faire une partie de ce séminaire, enfin des séminaires de formation dans ce musée du management. D'accord. Vous avez toutes les procédures qui vont bien, les contacts qui vont bien. Et l'adresse mail, et on peut même se parler juste après pour bien des sûr. Informations plus pratiques. Le cocktail sera fait pour ça et il se fera dehors en plus. Alors, 2 histoires maintenant. La maison de Salins et ensuite l'expérience Michelin. Vous nous racontez cet endroit-là ? Alors, je vous ai mis une photo de mon bureau. Alors, moi, j'habite dans le Jura, à Salins-les-Bains. Et je suis responsable de la fondation de la Maison de Salins. Alors, la fondation de la Maison de Salins, c'est une fondation d'entreprise. L'entreprise est le Crédit Agricole, mais d'intérêt général, qui est la valorisation du modèle coopératif en général. Alors pourquoi Fondation Maison de Salins? Parce que cette petite maison rose que vous voyez, eh bien, c'est le berceau du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, la première caisse locale de Crédit Agricole. C'est là. C'est là. C'est là. C'est une petite maison qui fait vous voyez, 80 mètres carrés en gros. Et eh bien, 149 agriculteurs de l'arrondissement de Poligny dans le Jura viennent là, n'avaient rien, absolument rien. N'avaient pas accès aux prêts bancaires parce qu'à l'époque les banques ne prêtaient qu'aux riches propriétaires fonciers et eux n'avaient absolument rien et se mettent ensemble, créent ce syndicat avec l'aide aussi de notables qui les aident financièrement et ça devient une caisse locale de Crédit Agricole, ça devient un Crédit Agricole. La maison est vendue en 65
Et le Crédit Agricole de Franche-Comté se dit c'est quand même dommage de ne pas racheter notre maison historique qui n'avait pas une valeur patrimoniale, comme vous pouvez le voir, mais sa valeur était bien sûr sa façade. Et avec beaucoup de chance, eh bien, les habitants privés qui habitaient là ne l'ont jamais effacé. Et vous y travaillez, votre bureau est là? Mon bureau est là, c'est la petite fenêtre du bout, là. Et donc, eh bien, c'est la première de toutes. Donc, eh bien, ce projet, il faut le partager avec les autres caisses régionales. Et donc, vous avez ouvert le jeu parce qu'effectivement, les caisses régionales de Crédit Agricole sont toutes dans presque 34, hein, 34 entités. 36, là. 36, voilà. Ça va vite. Et par ailleurs, vous ouvrez le jeu sur le champ du mutualisme. Exactement. Vous travaillez là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous produisez? Et qu'est-ce qui intéresse les caisses qui sont un peu vos clients, en quelque sorte? Oui, d'ailleurs, nous avons bien sûr la Caisse de Nord-de-France qui participe à notre projet. Mais en fait, ce qui les intéresse, c'est bien sûr de conserver cette histoire, hein, parce que c'est l'histoire de tous. Et puis, on n'a pas voulu en faire un musée avec des anciens distributeurs bancaires ou des anciens plans d'épargne logement. On s'est dit ça ne va pas intéresser grand monde. On a voulu en faire un lieu justement vivant sur le mutualisme, le coopératif. On a voulu en faire un tiers-lieu culturel. Vous avez par exemple les universités populaires de théâtre de Bruxelles qui viennent donner des lectures théâtrales. Ah oui? Oui. Mais vous rentrez combien de personnes là-dedans? Alors, quand on enlève toutes les tables, tout au-dessus, vous rentrez 100 personnes. Ah oui. Et en mode réunion, à peu près 35. D'accord. Donc ça, c'était ce qui se passe dans cette maison, mais le but était bien sûr d'aller bien au-delà et de conserver la mémoire, bien sûr de la coopérative Crédit Agricole, mais aussi des coopératives en général. Alors Salins-les-Bains, dans le Jura, on est un peu excentré quand même. Donc le but n'était pas de mettre des archives dans cette maison, mais de les mettre à disposition. Donc nous avons créé un portail numérique, le portail de la maison de Salins. D'accord. Vous pouvez aller consulter des archives de coopératives. Les coopératives, c'était toutes des petites structures au départ. Et eh bien la conservation d'archives, pas évidente du tout. Le président partait, il emmenait ça avec lui dans sa salle à manger. Donc ce qui est compliqué, c'est de trouver des archives, mais on en trouve. On les met sur ce portail numérique à disposition du grand public, mais surtout des chercheurs et des historiens qui sont très friands d'avoir de telles archives. Deux questions. Alors, vous êtes partenaire financier du certificat. Et du coup, je crois que ça s'est joué avec Anne à un moment. Vous avez connecté l'Observatoire de la mémoire. Donc, vous en êtes au partenaire également. Enfin, comment vous allez l'utiliser pour vos travaux? Qu'est-ce que vous allez produire ensemble? Alors, la Fondation de la Maison de Salins s'intéresse aussi au soutien un prix, le prix Crédit Agricole Histoire des entreprises, et c'est là qu'on arrive, qui récompense une thèse écrite sur l'histoire d'une entreprise de la fin du 19e au 21e siècle, tout domaine confondu. Et nous avons participé à un congrès, le Congrès international d'histoire des entreprises, en passé à Paris, et c'est là que l'histoire commence, c'est-à-dire que nous rencontrons Anne, et ensuite Isabelle Pécou, des deux femmes convaincues, passionnées. Et la rencontre est fondamentale aussi, parce que c'est aussi une histoire d'hommes. Et on s'est dit, on a vraiment des passerelles. Isabelle et Anne s'occupent de la mémoire, la Maison de Salins s'occupe de l'histoire. Mm-hmm. L'histoire est un artisan de la mémoire, on dit, l'historien. Et sur la même, on va dire, la même vision des choses, c'est-à-dire que la mémoire ne doit pas servir au passé, mais plutôt au service de l'innovation et de l'entreprise en général. Donc vous confirmez. Et puis l'autre question, vos géniteurs, les caisses de Crédit Agricole sont très territoires. Ouais. Et donc, la question est comment vous faites le pont entre la mémoire de l'entreprise et la mémoire du territoire? Déjà, la mémoire de l'entreprise Crédit Agricole, c'est la mémoire des entreprises. Parce que la caisse, on va prendre la caisse régionale de Nord-de-France, n'a pas la même histoire que la caisse régionale de la Guadeloupe ou celle de PACA à Marseille. Ouais, surtout qu'il y a des fusions entre deux. Il y a des fusions. Les crédits agricoles, mais pas que,
sont des coopératives qui ont des présidents, des conseils d'administration locaux. Donc on a une vraie proximité avec le territoire. Et puis en s'intéressant à la vie des hommes, alors je vais reprendre l'histoire du Crédit Agricole, elle est complètement indissociable. Alors sur des activités bancaires, mais sur des coopératives en général. D'accord. Pourquoi le comté, pourquoi coopérative de comté en Franche-Comté? Parce qu'un comté, c'est 400 litres de lait. Tout seul, vous ne pouvez pas produire 400 litres de lait, donc on fait une coopérative. Vous voyez, tout est lié au territoire, en fait. Et c'est fondamental de s'en rappeler. Et du coup, vous avez un comité scientifique, hein, je crois, qui travaille sur ces liaisons entreprise-territoire. Ici, vous êtes dans une maison qui s'appelle Entreprise et Cité. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Oui, on a un comité scientifique pluridisciplinaire qui est constitué d'historiens, d'archivistes, de sociologues, qui réfléchit aussi à l'intérêt de la mise en ligne d'archives, qu'est-ce qui peut intéresser, et puis sur les déclinaisons. Nous avons réalisé, comme le fait Michelin, et nous sommes très friands aussi de l'expérience de Michelin, parce qu'on va pouvoir confronter et puis partager nos expériences. 80 entretiens sur des anciens dirigeants et présidents de caisses régionales de Crédit Agricole. Alors c'est magnifique, parce que vous interrogez un président de Crédit Agricole d'Alsace ou un président du Crédit Agricole de Marseille, hormis l'accent, vous avez des histoires complètement différentes. Et puis, eh bien, on se rend compte que ces entretiens servent. Alors, par exemple, là, des gens qui, pour certains, ont 90 ans aujourd'hui, qui étaient directeurs dans les années 60, qui ont des parcours... vous passiez du guichet à la direction générale d'une caisse régionale de 2000 personnes. Donc ça, c'est des parcours aussi qui sont peut-être différents aujourd'hui ou pas, ou pourquoi pas possible aujourd'hui, hein, le champ du possible aussi. Et nous dégageons des journées d'études. Alors là, on a fait une journée d'études, on s'est aperçu qu'une des problématiques... Vous investissez là-dedans. Hein. Ouais. Ah bah ouais, donc il n'y a pas de hasard. Hein. On y croit. En 30 secondes, vous pouvez nous pitcher une belle histoire, là, un truc sympa que vous avez dans vos archives de toute cette histoire de la coopération et du mutualisme. Alors, une belle histoire... Rapide. Hein. Une belle histoire. Nous étions très heureux d'interroger une dame qui a 90 ans et qui était présidente de caisse régionale. Alors, clairement, on a énormément d'hommes par rapport aux interviews de femmes hein, aujourd'hui. Ouais. Donc là, ça va changer avec aussi, le temps. Michelin aussi. Et donc, on s'est dit, mais c'est formidable d'avoir été présidente dans les années 60 et tout. Ben, en fait, elle a été présidente parce que son mari est décédé, ils ont trouvé personne d'autre. Et puis des histoires sur par exemple l'informatique. Moi, je trouvais ça formidable. Et le Crédit Agricole informatisait les coopératives pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Ah oui. Le passage des salaires, la mensualisation des salaires. Donc, au départ, les salaires n'étaient pas mensuels, hein, on va dire, au début du 20e. Mensualisation des salaires et puis ensuite, obligation, dans les années 70, de verser votre salaire sur un compte en banque. Hein, vous n'avez plus en liquide. Et là, vous avez les présidents, les salariés qui sont à la sortie d'énormes usines et qui ouvrent les comptes directement à la sortie. Enfin, il y a plein d'anecdotes. On recrutait les informaticiens avec des muscles à l'époque. Parce que c'était de la mécanographie et c'était très lourd. Voilà. Et voilà, enfin. D'accord. Vous avez une belle histoire, vous, Michelin. Vous devez en avoir des milliards. Un truc à nous partager. J'ai combien d'heures? Vous avez 30 secondes. Non, mais par rapport au thème qui nous occupe aujourd'hui, moi, par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand on a réalisé les interviews dont vous avez vu un extrait. Le tout premier témoin qui s'appelle Monsieur Gelade, qui commence en expliquant que lui vient d'une famille d'agriculteurs du côté de Carcassonne où personne n'a le certificat d'études. En fait, ce monsieur, il était ingénieur chez Michelin. Il a été jusqu'à présenter une thèse au Conservatoire des Arts et Métiers dans le cadre de son cursus chez Michelin. Donc on a cette ambivalence entre ses origines auxquelles il reste très attaché et dont il est très fier et le parcours qu'il a pu faire chez Michelin. Alors vous êtes accompagné par l'agence Perles d'Histoire. Vous allez nous expliquer comment vous travaillez tous les deux. On est où là et on est en quelle année? Alors là, on est devant
Le siège social de Michelin, tel qu'il... Alors, je vous rassure, il n'est plus tout à fait pareil, mais il est au même endroit. Bon, ça ne nous rassure pas. Enfin, on aime bien, c'est beau. Vous constatez qu'il y a quand même pas mal de femmes. Oui. Alors, effectivement, on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, dans le corpus qu'on a constitué, on a surtout des hommes pour une raison assez simple. C'est que les témoins qu'on a interrogés travaillaient dans les ateliers de pneus de génie civil et agricole. D'accord. Donc, vous imaginez bien qu'il fallait faire un peu plus de 40 kilos pour travailler dans ce genre d'atelier. D'accord. Et là? Là, alors, on est toujours devant le siège social de Michelin. On est dans les années 50. Comme vous pouvez le constater avec les véhicules qui sont stationnés devant. Dont une 2 chevaux. Quel véhicule de fonction de Monsieur Michelin? On pourrait, il en avait une, mais alors l'histoire serait trop longue à raconter ici, mais sachez que la 2 chevaux est issue en fait d'une enquête lancée par les frères Michelin sur une voiture populaire. Ah, d'accord. Ça aussi, c'est de la mémoire. Alors, racontez-nous à 2 voix votre travail de collecte d'informations, hein, de collecte de matériaux de mémoire. C'est quoi la méthodo? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour quels objectifs? Commencez. Je vais juste retracer le contexte et je te laisserai expliquer la méthode. Le contexte, alors déjà, nous, ce qu'on appelle le RTO, donc le recueil des témoignages oraux, ça fait vraiment partie de notre travail au département patrimoine, puisque ça intègre en fait nos collections au titre du patrimoine immatériel. D'ailleurs, je vous coupe, excusez-moi, c'est votre fonction, vous êtes chargé de collecte et de valorisation, de collection, et vous avez un département patrimoine. C'est ça. Chez Michelin. Et lorsque j'ai été contactée par B2V, par l'intermédiaire de Anne l'été dernier, en fait, ça tombait très bien, si on peut dire, puisqu'il y a un projet en ce moment à Clermont-Ferrand sur ce qu'on appelle le quartier des pistes. On va voir la alors, maquette normalement, après, on devrait voir... Mais il y a celle-là d'abord. Ah oui, oui. Elle alors est très là, jolie, cette photo. On fait voilà, continuité du personnel Michelin, puisque depuis 1889, on estime qu'il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont passées chez Michelin. Wow. Donc là, en 3 slides, vous en avez eu un petit échantillon. 2 millions de paroles, quoi. Alors oui, quartier des pistes. Le quartier des pistes, c'est un quartier de Clermont-Ferrand. Alors voilà, imaginez 12 toboggans qui font à peu près 400 mètres de long, qui font à peu près 30 mètres de haut et qui servaient en fait par des mouvements de va-et-vient à tester les pneus. Là, vous avez une photo de l'intérieur. En fait, ces pistes font actuellement l'objet, donc elles ont donné leur nom au quartier, et c'est intéressant puisque justement ces pistes qui à la base sont du patrimoine industriel purement Michelin, en fait sont complètement inscrits dans le territoire, et en fait qu'on travaille ou pas chez Michelin, tout le monde connaît les pistes. Et là, vous avez une présentation en fait du projet du quartier des pistes. Vous voyez la réhabilitation qui est en cours. Alors, je ne vais pas vous le décrire en long et en large. Par contre, ce que vous voyez tout en haut, F5, en fait, ce sont ces fameux toboggans que vous avez vus tout à l'heure. Ce sont aussi ces pistes sont des vieilles dames. Ce sont des seniors. Elles auraient aussi beaucoup de choses à raconter. Et en fait, au niveau du corpus de témoins, on s'est concentré sur les gens qui ont travaillé dans les bâtiments qui vont être réhabilités dans le cadre de ce quartier, y compris le bâtiment que vous voyez qui s'appelle O26, qui va abriter le futur musée L'Aventure Michelin. Et ça, c'est un projet porté par l'entreprise. Entre autres. Oui, avec des partenaires du territoire, oui. Public, privé, bien sûr. Mais c'est vous qui avez le lead de ce projet-là. Alors, Michelin, la région, la DRAC, la métropole sont toutes parties prenantes. Alors, la méthode de la collecte de témoignages, comment ça se passe? Oui, nous, Perles d'Histoire, on a le plaisir d'accompagner Michelin dans ces beaux projets des collectes et transmissions de la mémoire des seigneurs. Donc, on a commencé à réfléchir à une méthodologie avec l'Observatoire B2V des mémoires, dont nous, Perles d'Histoire, nous sommes partenaires depuis quelques années. Donc Perles d'Histoire, juste pour dire quelques mots, une agence d'ingénierie historique, archivistique et culturelle qui accompagne les entreprises dans tout le processus de valorisation de l'histoire du passé. Oui, préservation, valorisation. Hein, préservation et valorisation, justement. Ce qui est son cahier des charges aussi, hein, bien tout évidemment. Donc nous sommes des experts dans tous ces domaines-là, et donc en particulier, nous avons commencé à réfléchir à cette méthodologie de collecte et transmission de la mémoire avec l'Observatoire au cours de l'année 2023. Donc ça vient quand même
d'un peu plus loin, parce qu'on avait déjà travaillé sur la collecte de la mémoire au temps de la Covid avec l'Observatoire en 2021. Donc l'objectif, c'est d'aller au-delà de la méthodologie classique d'entretien et d'enregistrement, des captations, mais de réfléchir dans toute la chaîne des valeurs pour aller à capter la mémoire, la préserver, la conserver, la rendre accessible et trouver des méthodes pour la transmettre via des projets de valorisation, mais aussi d'exploitation scientifique. Je me permets de le lire un extrait de votre cahier des charges. Comment assure-t-on la transmission intergénérationnelle au sein des entreprises dans un contexte où les entreprises sont remises en cause dans leur positionnement auprès des parties prenantes? Il y a une notion de remettre l'église au milieu du village un peu là. Oui, effectivement, il y a une notion de développer une méthode innovante pour répondre à un besoin qui est actuel en ce moment-là. L'entreprise évolue dans un contexte qui est en pleine transformation. Le rôle de l'entreprise du point de vue économique et social est remis en cause. Donc, on essaie de comprendre comment, on revient sur la mémoire de l'entreprise pour en assurer la transmission du point de vue de l'identité, donc de l'identité des salariés, du point de vue technique, parce qu'il y a un volet quand même des transmissions, des expertises, des savoirs qui est très important, et des comment dans tout ça, on utilise les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle et l'informatique, les outils pour aller de l'avant et pour assurer cette transmission. Voilà. Les entretiens, combien de personnes interrogées ou à interroger? Actuellement, nous sommes sur un échantillon de 20 personnes. D'accord. Voilà. L'entretien est directif, ouvert, comment ça se passe? Voilà. Il s'agit d'entretiens filmés, comme vous avez pu voir des extraits. On réalise les entretiens avec la méthode qu'on appelle semi-directive, c'est-à-dire on ne pose pas des questions directes, mais on soulève des points de discussion avec les témoins en suivant la méthode qu'on appelle le récit de carrière, c'est-à-dire on va remettre au centre de la réflexion l'histoire de l'interviewé, de la personne, pour essayer de retracer les temps forts de l'histoire de l'entreprise à travers le déroulé de la carrière, de la vie de chaque personne. Alors, vous vous appuyez sur la contribution d'un comité scientifique, parce qu'il faut que vous nous disiez ce que vous faites de tout ça, parce qu'il y a des heures et des heures d'enregistrement. Qu'est-ce qu'on en fait et comment intervient le comité scientifique? Oui, effectivement, la spécificité de ces types de projets, de développement de cette méthodologie innovante, c'est une méthodologie innovante, mais en même temps rigoureuse du point de vue scientifique. Donc on s'appuie sur un comité d'experts qui est composé de 3 historiens, une anthropologue, un neuropsychologue et les experts métiers côté patrimoine de Michelin. Et l'objectif, c'est vraiment d'encadrer tout le dispositif. Nous sommes dans une phase de test, c'est un POC, donc nous sommes en train de nous assurer que ces concepts, cette méthodologie est une méthodologie qui est fonctionnelle, arriver à l'objectif. D'accord. Pour après aller vers une exploitation. Du côté de valorisation, Marie-Claire probablement nous dira plus, et puis du côté de l'exploitation scientifique. D'accord. Voilà. Donc ça sera intéressant à regarder parce qu'on a là un démonstrateur, et c'est le premier. Vous allez au bout du truc de l'histoire, ça se termine quand? Pour analyser et voir à démultiplier. Si on le savait, on vous le dirait. Ouais. Alors non, on le sait pas parce qu'en fait on veut se donner un peu plus de temps parce qu'on veut donner une dimension supplémentaire dont on n'avait pas forcément conscience au début, puisqu'en fait ce POC il s'inscrit vraiment dans une complémentarité à beaucoup de niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on a à la fois un ancrage territorial et puis une dimension du groupe qui est internationale, avec un sentiment de cohésion et d'appartenance des salariés qui soit clermontois, français ou partout. On a aussi le côté histoire des fondateurs et puis histoire des gens qui s'appliquent et qui s'impliquent tous à leur niveau et depuis longtemps. On a le côté effectivement comment un parcours individuel se met en fait au service de la construction d'un récit collectif. Et là, on revient sur la cohésion et l'appartenance. Et puis la dimension qu'on est en train de rajouter, en fait, c'est vraiment la transmission intergénérationnelle, avec un dialogue en fait entre jeunes et anciens. Et cette dimension qu'on a évoquée il y a peu de temps, il faut vraiment qu'on la mette en place. Bien et sûr. Ça va prendre un peu plus de temps. Et est-ce que vous interrogez aussi la technologie, les innovations
comment on a fabriqué un pneu il y a 50 ans, comment on le fabrique aujourd'hui. Enfin, ils parlent là-dessus, vous avez de la donnée là-dessus? Oui, alors par exemple, dans les 2 témoins que vous avez vus, donc on a notre monsieur ingénieur du CNAM qui a beaucoup travaillé sur le pneu radial, qui a vraiment été une révolution technologique. On a un autre témoin qui a travaillé sur un véhicule de test qui est assez extraordinaire, parce que imaginez une espèce de DS augmenté orange et jaune. Et en fait, lui a travaillé dessus. Donc effectivement, de toute façon, l'innovation, il en est question, mais l'innovation, elle est faite par des humains. D'accord. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui commencent à réfléchir à entreprendre une démarche de mémoire dans leur entreprise. Il y a une équipe de Décathlon, par exemple. C'est quoi le conseil que vous pouvez leur donner? Le conseil, je pense, c'est de tout de suite imaginer la dimension multiple de ce qu'on fait, en fait, de ce qu'on a. C'est-à-dire que nous, on a vraiment plusieurs visées, plusieurs niveaux de lecture et d'analyse. On a évidemment une démarche de conservation archivistique, donc pour les archives du groupe. On a une démarche de valorisation, et valorisation qui va être aussi bien interne qu'externe, puisqu'en fait ce contenu, en termes de valorisation grand public, sera très certainement valorisé dans le parcours scénographique de la future aventure V2, aventure Michelin. Et puis il y a aussi une dimension scientifique. D'accord. On réagit, vous posez vos questions, et après je donnerai la parole à Gilles Bernard. Alors, à qui on a envie, tout d'abord, hein? Et qui veut? Monsieur Motte. Oui. Effectivement, cette histoire du personnel des entreprises, je veux dire, nous, à la brasserie, c'est la base de notre marketing. Hein, donc, pour la brasserie Motte Cordonnier Armentières qu'on a relancée avec mon frère Frédéric qui est là-bas au bout et nos enfants. Et donc, maintenant, c'est la jeune génération qui reprend. Et l'histoire, c'est la base. Et en fait, tout le méthode de marketing est basé sur la grande famille de la brasserie, mais pas seulement notre famille à nous, la famille de tous les salariés. On a une bière qui s'appelle Émile. Émile, c'est quelqu'un qui est aussi rentré à 14 ans à la brasserie comme manœuvre, qui a terminé sa carrière bien plus tard comme ingénieur en fermentation. Donc il dirigeait toute la production de la bière, et son fils a travaillé à la brasserie, et son petit-fils a travaillé à la brasserie. Donc en fait, cette mémoire, c'est un formidable outil de communication pour nous, sur lequel on se base pour raconter. Et du coup, ça donne, on a une histoire, nos produits ont une histoire, et ça, c'est vachement important. En fait, de très grosses brasseries vendues en 73-74. Oui. Et ils relancent le business il y a 4-5 ans. Et le premier boulot que vous avez fait, c'est d'aller voir ces salariés. De voir tous les anciens qui... Et alors, c'est Frédéric qui en parlerait mieux, c'est lui notre archiviste en chef, hein, il récupère. Mais tous les anciens, d'abord, beaucoup d'émotions qu'on redémarre. Et en plus, c'était nos premiers clients, forcément. Dès qu'on a lancé la brasserie, ils sont tous venus nous rencontrer. On avait lancé les premières bières sur le marché d'Armentières. Et en fait, on a eu tous les anciens qui sont arrivés. On a des photos, les gens, ils avaient travaillé 40 ans, 50 ans, 60 ans à la brasserie, et une fierté. Et ça, il ne faut surtout pas le perdre. Et donc là, on fait des interviews, on communique beaucoup sur les réseaux avec ces interviews d'anciens et tout. C'est passionnant. Et c'est très pratique. En fait, c'est une démarche intéressante. Ils ont recréé leur business après une interruption de 30 ans sur la base de l'histoire et de la mémoire d'Émile et de tous les autres. Tu veux dire un truc, Frédéric? Non, ça va. Alors, qui d'autre? Oui, Mathieu. Pardon, je me permets juste un complément. Et effectivement, ce que vous disiez, il y a donc ces récits individuels qui sont au service du récit collectif. Et puis il y a aussi après la dimension scientifique qu'on peut donner en l'occurrence au POC. C'est-à-dire que moi j'ai été frappée, les personnes que vous avez entreaperçues, certaines ont quitté l'entreprise depuis 20-25 ans, et dès qu'on a commencé à discuter avec elles, les noms de leurs collègues reviennent, les sigles des services reviennent. Alors Radouane me lançait de temps en temps des coups d'œil affolés devant les sigles qui déferlaient et que je ne connais pas moi-même tous. Et puis il y a aussi les sigles, les personnes, les gestes. On parlait tout à l'heure de la transmission de savoir-faire, les gestes aussi qui sont très importants. Donc effectivement, il y aura aussi une démarche cognitive derrière. Comment ces récits peuvent être interprétés et traduits? Vous avez une bibliothèque des gestes chez Solac. Ils ont créé une bibliothèque des gestes.
Alors, on en a une, mais qui est parcellaire, puisque vous vous doutez bien que l'entreprise datant de la fin du 19e, et la collecte n'a pas été immédiate dès l'origine. Merci Mme Pécou. L'histoire de l'entreprise est capitale, ça je m'en étais rendu compte, mais à vous écouter, je me rends... Donc Mathieu Ramery, je suis le président d'une entreprise, un groupe indépendant familial. On a fêté nos 50 ans il y a 2 ans. Donc voilà, tout jeune, mais on se voit que 50 ans pour une entreprise, enfin, c'est 5 fois 10 ans. Et c'est vrai que donc on est présent dans tout ce qui est métier de construction, énergie, environnement. Et voilà, donc pour le coup, on a fait nos 50 ans, qui est un moment extrêmement fédérateur pour notre entreprise, où on a et je me rends compte qu'en plus que l'histoire de l'entreprise, il y a aussi les histoires de nos collaborateurs sur leur vie dans l'entreprise, pour ne pas dire leur vie pour l'entreprise. Et voilà, on a une grosse ancienneté. Et c'est vrai que sans le conceptualiser, je m'en suis rendu compte quand on a fait nos 50 ans d'ailleurs. J'ai démarré en disant, parce que forcément, j'avais 3000 collaborateurs devant moi, il n'y a personne qui courait pour monter sur le podium. Et j'ai demandé à 9 collaborateurs de l'entreprise qui sont rentrés chacun à une décennie différente de l'entreprise de m'accompagner. Et d'ailleurs, j'ai dit, tiens, donc j'ai fait la liste et je les ai appelés personnellement en disant, tiens, j'aimerais bien que tu montes avec moi sur le podium. Et il me dit, je suis obligé. Je dis non, mais je dis, ça me ferait plaisir que tu viennes. J'ai bien fait de le faire moi-même, sinon je pense qu'il ne serait pas monté. Et c'est vrai que et j'ai dit, voilà, l'histoire de l'entreprise, c'est vous qui l'avez écrite, donc c'est donc vous qui allez la raconter. Et ils sont passés chacun leur tour pour expliquer pourquoi ils sont venus dans l'entreprise, pourquoi ils y sont restés. Et donc voilà, je n'avais pas encore conceptualisé ce modèle, mais voilà, on l'avait déjà fait sans le savoir. Et donc voilà, donc non, merci pour votre témoignage et votre expérience qui est très riche et qui m'aide beaucoup. Ce qu'on veut faire, c'est effectivement animer cette filière, c'est-à-dire que vous avez tous un capital énorme dans vos entreprises. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce capital de savoir, de savoir-faire? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous pouvez améliorer votre management, améliorer la cohésion d'équipe, favoriser également l'image de votre entreprise. Vous avez relancé justement, monsieur, votre entreprise grâce effectivement au témoignage de vos salariés. Il y a plein de possibilités avec effectivement cette mémoire que vous avez, ce capital humain que vous avez. Et donc vous posez la question, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous savez peut-être pas exactement comment vous y prendre. C'est vrai que l'Observatoire, avec nos partenaires, on peut vous aider, effectivement, réfléchir avec vous à ce que vous pourriez faire de ce capital, si vous le souhaitez. Je pense que c'est important de se poser cette question à une période où, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, on vit des moments assez difficiles, de grandes transformations, et je pense qu'il est fondamental, effectivement, de se poser cette question c'est un peu un arrimage. La mémoire, c'est ce qui fonde l'entreprise. Un arrimage. Ouais. Oui, on garde le terme. Voilà, c'est ce qui fonde et qui ancre votre entreprise et qui vous permet finalement de la transmettre et de poursuivre. Donc c'est fondamental de se poser cette question. Et on en discutait hier au soir avec certains des participants. En fait, ce sont effectivement des grandes entreprises, que ce soit le Crédit Agricole, que ce soit Michelin. Mais je pense que dans toutes les entreprises, il y a cette problématique, quelquefois même plus criante. Comment faire finalement cette passation de savoir et transmettre? Et je pense aussi que beaucoup de chefs d'entreprise, et c'est pour ça qu'il était important de faire aussi ce certificat, il faut les sensibiliser, parce que finalement, souvent, on ne donne pas de moyens. On dit, oui, la mémoire des entreprises, oui, c'est très intéressant. Voilà. On y pense quand on a un anniversaire. Mais il faut de la méthode. On va fêter les 20 ans, les 30 ans. On fait appel à la responsable de com, il faut que tu nous organises un événement. Mais c'est beaucoup plus que ça, la mémoire des entreprises. Et souvent, même dans des grands groupes, j'ai été étonnée de voir, je ne demanderai pas à mes collègues de vous dire si elles sont seules ou comment elles sont entourées, mais c'est très peu. Voilà, il y a très peu de personnes, donc il faut sensibiliser également les chefs d'entreprise. Et c'est pour ça que je suis contente que vous soyez là aujourd'hui, sur l'importance de ce capital que vous avez entre les mains et d'en faire quelque chose. Hier soir, on était quelques-uns à être à Steenvoorde, c'est dans les Flandres, pour présenter à 80 entreprises PME, TPE, les démarches RSE. Et dans la démarche, première étape, interroge ton entreprise, qui tu es dans ta relation avec tes fournisseurs, avec tes clients, avec ton territoire, bien évidemment, avant de
de se lancer dans une démarche de transformation RSE, quoi. C'est intéressant, hein. Réseau Alliance, ils sont juste au-dessus, là, et vous pouvez aller les voir. Je voulais juste rebondir sur la question des clients, parce que ça m'y a fait penser, et on traite cet aspect-là dans le certificat, c'est que l'histoire de la relation de l'entreprise à ses clients, elle est passionnante. On a collecté, alors je pense à ça aussi en me tournant vers Michelin, parce qu'on a au musée du management tout un tas d'archives sur de la correspondance entre Michelin et ses clients sur les guides, les ancêtres du guide Michelin. À l'époque, les clients contactaient Michelin en disant « je veux me rendre à Tanger ». Quel est le chemin, et à Michelin, des spécialistes écrivaient l'itinéraire, on n'était pas sur Google Maps, écrivaient l'itinéraire, Ouais. avaient une conversation, une correspondance, alors du coup assez longue, hein, et c'était pas de l'instantané, avec Michelin, enfin il y avait cette conversation-là, et cette correspondance, elle en dit énormément sur l'attention portée à la relation qu'on a avec le client. Et je trouve que montrer ça, et vous pourrez peut-être en parler mieux que moi, hein, j'imagine, mais montrer ça à des collaborateurs aujourd'hui et dire voilà ce qu'historiquement était la relation qu'on entretenait avec les clients, ça donne énormément de sens, me semble-t-il, à ce qu'on fait dans le présent. Alors regardez ce monsieur, il est président des entreprises centenaires. Du club des entreprises. Du club des entreprises centenaires Tout le monde de n'en fait notre pas région. partie. Combien d'adhérents ? Une petite soixantaine d'adhérents. Le club a été fondé il y a une douzaine d'années. C'est un bon vivier et je suis très intéressé. Merci de l'invitation parce que, comme le disait Arnaud Cousin, nous on est des professionnels. Notre boulot c'est de s'activer, de faire perdurer l'entreprise et on s'intéresse pas d'abord au passé. J'entends qu'on a tort. Et c'est nouveau sans être nouveau. On a quelques membres du club qui ont commencé à commettre des ouvrages. On les voit à l'écran, là. Ah, on les voit à l'écran. Tu peux citer des enseignes. Ah ben là c'est un peu en vrac. BDT La Plaine, Compagnie Le Franc, la Banque Scalbert Dupont, AG2R La Mondiale et Bills d'Euro. Dans notre club, on a des entreprises de 5 à 2000 personnes. En tout, on a 10 000 ans d'histoire. Donc c'est intéressant, on a quelques personnes à interviewer puisque sur la plus ancienne doit avoir 200-250 ans. On a plein de gens encore vivants à interviewer. Moi, dans mon entreprise qui a 112 ans, je pense qu'il faut Ton que métier, tu peux je fabrique des briques en terre cuite et on a changé de métier. C'est le Nord. Hein. Aussi, on fait du recyclage de déchets inertes du BTP. Mais ma maman, qui a 90 ans, représente on va dire, 3e génération, puisque son mari qui était dans la 3e génération, moi je suis dans la 4e. Elle a 90 ans et les 3 associés mâles de la société sont décédés sans qu'on ne leur ait baladé le micro. Et j'ai très peu de fonds iconographiques. En revanche, les quelques-uns qui sont là, qui ont commis leurs ouvrages, c'est important. Et ça va nous donner l'idée de capitaliser là-dessus et d'organiser avec un peu de science. Et donc, bon, là, vous avez la chance d'avoir un collectif de ces 60 entreprises très, très ancrées dans leur territoire à chaque fois. C'est une condition. C'est un club des entreprises centenaires du nord de la France. Quel travail collectif tu pourrais mener et s'appuyer sur ce que lance B2V ? On a déjà commis 3 ouvrages, puisqu'on avait compris sans réfléchir, qu'il fallait collecter. Oui, qu'il faut collecter et qu'il faut écrire. Le premier ouvrage, c'était au début du club, il n'y avait que 19 entreprises qui ont mis quelques petits morceaux qui se retrouvaient et se retrouveront dans ce genre d'ouvrage sur l'histoire, les secrets des entreprises centenaires, tome 1. On a fait un tome 2 sur se transformer pour durer, qui était plus actuel. Et c'est intéressant parce que là, il y a 40 entreprises qui écrivent que finalement, aucune ne fait exactement le même métier que leur métier initial, même si jamais il y a quelquefois des réminiscences ou il y a quelquefois des complètes transformations. On a commis un 3e ouvrage, Transmission et gouvernance. On va s'atteler au 4e ouvrage qui s'intitulera, c'est un scoop, hein, personne ne le sait, sur la prise de risque en entreprise. Sujet assez éclectique. Tout le monde sera obligé d'écrire ces quelques pages dedans pour dire comment dans l'entreprise, soit aujourd'hui, soit hier, soit avant-hier,
la prise de risque est un élément majeur et fondateur d'une entreprise. C'est intéressant parce qu'ils sont déjà sur la mémoire qui parle au futur, hein, quand on parle de la gestion du risque de l'entreprise. J'ai bien aimé la petite maison. Elle fait rêver. Madame, j'ai pris une photo, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et le jardin vous appartient aussi autour, là, c'est chouette, voilà. Pour les barbecues l'été. Merci Gilles, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Quelqu'un d'autre veut prendre la parole, monsieur? Merci. Bonjour, merci. Sébastien Fitaman, animateur et consultant. J'ai eu le plaisir il y a quelques années d'écrire un mémoire sur l'usage de l'histoire dans les entreprises familiales du Nord. Et donc sur cette thématique, j'ai une question pour Madame la représentante de Michelin. Dans le Nord, il y a une forte culture d'humilité du patronat, des chefs d'entreprise, qui amène souvent à la discrétion et voire au secret, d'autant plus quand il s'agit d'entreprises familiales. Et c'est souvent un frein au traitement de l'histoire dans l'entreprise. Et lorsque j'ai réalisé ces études, on voit que les entrepreneurs par nature sont déjà tournés vers l'avenir et regardent peu derrière. Mais en plus, il y a vraiment cette question de l'histoire familiale qu'on ne veut pas mettre en avant pour les raisons que j'ai évoquées. Et donc, je me demandais comment vous aviez traité ce sujet-là sans tomber dans la géographie et comment emmener à la fois le personnel et les représentants familiaux. Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Alors, merci. Alors en fait, du coup, ça nous oblige un peu à être schizophrènes, à distinguer en fait les individus, donc les membres de la famille en tant qu'individus et les membres de la famille en tant que dirigeants de l'entreprise. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Alors effectivement, on a eu affaire à des gens audacieux, pionniers, plein d'allants, plein d'idées, mais ce ne sont pas des saints de vitrail, donc ça on est bien d'accord. Après, il faut savoir qu'actuellement, chez Michelin, depuis nos 2 derniers dirigeants, en fait, ne sont plus des membres de la famille, mais c'est effectivement relativement récent. Le premier à ne pas être de la famille, ça a été Jean-Dominique Sénard, qu'on connaît bien ici. Ouais. Oui. Après, comme dans le Nord, visiblement, le patron auvergnat est discret aussi, puisque les gens qui ont connu François Michelin voyaient alors j'allais dire un petit monsieur, non, parce qu'il était très grand, mais un grand monsieur avec son imperméable dans sa voiture qui était très discret. C'est vraiment une caractéristique, alors pas Michelin, mais de l'Auvergnat en général, je trouve, qui ne se vante pas assez de ce qu'il fait de bien. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a une anecdote assez fameuse sur le secret chez Michelin. C'est lorsque le général de Gaulle, le 30 juin 1945, se rend chez Michelin, première visite d'une entreprise dans la France libérée. Ouais. Et lorsqu'il a visité l'usine, les machines étaient bâchées. Même le général de Gaulle n'a pas eu le droit de voir les machines. Mais pour rebondir sur ce que disait monsieur, je pense que c'est un peu dommage. On l'a vu avec la crise du Covid. Je pense que l'entreprise, elle est au cœur de notre société et le monde de l'entreprise. Et je pense qu'il y a une vraie attente sociale pour que les entreprises communiquent davantage, participent davantage à la vie de la société, qu'on montre l'apport du monde de l'entreprise dans la société en général. Et pour ça, effectivement, ça amène et ça amènera les dirigeants d'entreprise, même d'entreprises familiales, à davantage transmettre et à davantage communiquer, même si ils le font un peu avec réticence. Parce qu'il y a une attente et des salariés et de la société. Je voulais juste réagir sur cette question qui est cruciale, je pense, la question de l'ouverture de l'entreprise sur son histoire et de la discrétion. C'est quelque chose qu'on voit dans différents contextes. C'est une spécificité régionale peut-être ici, mais ça l'est également à d'autres endroits, dans d'autres régions et dans d'autres territoires. Moi, je pense, et là je parle en tant qu'historien, donc en tant que chercheur, que nous aussi, on a une part dans cette réflexion. Donc, l'histoire des entreprises évolue par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années. Donc, dans les années 80, quand on a commencé à faire les premiers gros travaux de recherche sur l'histoire des entreprises, on se focalisait, on l'a dit tout à l'heure, sur l'histoire des patrons, sur l'histoire l'histoire des grands hommes, des grandes femmes qui ont
qui ont construit l'entreprise. L'approche aujourd'hui et la tendance historiographique, c'est de se concentrer sur l'histoire plutôt sociale, sur l'histoire culturelle, donc une histoire qui fait remonter et qui met au centre du récit les salariés, la personne, l'individu, et qui voit les choses avec une orientation différente. Donc c'est important aussi pour les historiens de se positionner dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs.